Donc j'ai été capitaine donc au Cercle et en équipe de France. Aujourd'hui j'ai 33 ans, j'ai participé à 4 Olympiades, 2004, 2008, 2012, 2016, et j'ai arrêté ma carrière après les Jeux de Rio, tout simplement parce que j'avais envie de passer à autre chose, que mon corps était en train de me dire stop et qu'il était temps pour moi de faire autre chose. Et c'est l'un des moments délicats où on pourra en parler parce que ça fait partie aussi du management, c'est savoir changer de poste par moment, à quel moment dans sa carrière. Où l'erreur du sportif de haut niveau, c'est souvent de faire l'année en trop. Il faut savoir s'arrêter au bon moment et il faut le préparer, le réfléchir. À côté de ça, j'ai fait des études en management, moi, où j'ai un master 2 en management. Et à côté de ma carrière, j'intervenais donc en RH au sein de PME en développement et quatre grands groupes, EDF, AXA, la Société Générale et Eiffage, énormément tourné sur la solitude du chef d'entreprise avec certains. On n'a pas eu peur de refuser les talents, c'est-à-dire que moi je suis persuadé, j'ai très peu de certitude, mais sur la cohésion, le fonctionnement d'une équipe, je préfère prendre des gens qui ont un CV bien moins impressionnant, mais qui ont faim et qui ont cette notion collaborative de management un petit peu plus collaboratif dans leur gène, parce que ça se transforme petit à petit, mais ça ne s'invente pas non plus. La nature humaine est faite ainsi, où on a chacun notre construction. C'est passionnant. Pourquoi? Parce qu'on était convaincus que pour rattraper ces nations-là, on allait avoir besoin d'échanger nos savoirs. C'est-à-dire que si vous prenez Florent Manodou, c'est l'un des meilleurs du monde dans un domaine. Frédéric Bousquet également, moi je l'ai été dans un domaine. Et le deal moral entre nous était, et ça a pris 3 ans, je pense, à ce que le naturel prenne le dessus et que ça devienne quelque chose qui n'était plus piloté par Romain l'entraîneur ou moi le capitaine, parce qu'après il y avait des jeux subtils au quotidien, où le naturel a pris le dessus, et c'est-à-dire qu'on n'avait plus besoin de piloter ça, et nous on pouvait uniquement se concentrer sur la haute performance, les petits détails qui peuvent nous amener à gagner. C'est peut-être ce qui a fait qu'on a fait souvent de l'argent et du bronze pendant des années, et quand le naturel s'est mis en place tout seul, mais on a pu se concentrer sur ce qui nous a amené à gagner. Ensuite, il y avait pour moi une chose qui était importante, c'était trouver le moteur des athlètes. Alors trouver le moteur des athlètes, pour moi, ça passe par les croyances profondes et limitantes de chaque individualité. C'est trouver nos zones de confort, trouver nos complexes, c'est l'estime de soi, tout simplement. Pour résumer, c'est un peu l'estime de soi. Ce qui les anime, c'est quelque chose de très important. Sur toujours la sélection des profils. Pourquoi le prendre lui? Pourquoi pas un autre? Savoir pourquoi il est là. Ça, c'est très important. Pour connaître ces athlètes, moi, ce que j'aimais faire, c'est qu'en général, on se croisait tout le temps en équipe de France. Et bien entendu, vous vous doutez que il y avait des échanges qui étaient faits en amont avant qu'ils arrivent au club et j'essayais de creuser à savoir les réussites et les échecs sportifs, je les connaissais. Je cherchais en fait à m'introduire un petit peu dans sa bulle personnelle, derrière son bouclier. On a tous un bouclier qui est notre système de protection qui, en fonction de ce qu'on a vécu dans le passé, fait que telle situation réagit de telle manière. Et moi, j'essayais de passer derrière ce bouclier pour avoir ses réussites et ses échecs personnels. Réussites et échecs scolaires, ce sont des athlètes qui étaient en pleine construction. Les peines affectives, la relation personnelle, le contexte familial, la région dont il venait, est-ce qu'il y avait des frères et sœurs, et une philosophie de vie un petit peu sur cette notion d'équipe. Ça donnait énormément de billes. Et le summum pour optimiser un potentiel et un athlète, c'était d'avoir ses peurs. Alors c'est quelque chose qui prend du temps, mais quand vous avez les peurs de quelqu'un entre les mains, quand il a été capable de vous les confier, là vous optimisez le 100% de quelqu'un. On a tout simplement fait en sorte de banaliser la victoire. Si ça vous intéresse, je vous laisserai me poser les questions dessus, comment on a fait. À savoir, gagner une fois c'est bien, mais ensuite il faut perdurer, parce que gagner une fois, si vous voulez, sur le potentiel de certains de ces athlètes, je dirais que c'est presque cadeau, c'est-à-dire que c'est normal qu'ils gagnent une fois. Ils naissent avec de telles qualités que c'est tout à fait normal qu'ils se mettent à gagner. Par contre, quand vous banalisez la victoire, tout le contexte social qui vous entoure et qui accompagnait ces athlètes pouvait être très destructeur. Moi, je préfère, et c'est peut-être bizarre, je préfère l'échec que la victoire. Parce que dans l'échec, vous construisez l'avenir. Dans la victoire, vous la détruisez. Et sont toutes des petites choses. Ce qui est marrant, c'est que toutes ces réussites sont passées par l'addition de toutes petites choses. Moi, je pense qu'une grande réussite, c'est une addition de choses très simplistes qui, mis bout à bout, font la grande performance. Par contre, si vous retirez, si vous cassez un maillot de la chaîne, c'est terminé, vous pouvez finir à la 100e place et ça se joue tellement un peu de choses. Ce que nous, on a étiqueté sur une notion de sportif de haut niveau, mais je pense que c'est similaire et je l'ai vu fonctionner en entreprise,
quand on rentre de vacances, après nos vacances d'été, on est plein d'énergie. Il y a souvent des nouveaux projets, ou en tout cas des nouvelles perceptions ou de progression, ou des nouvelles arrivées, une nouvelle dynamique dans l'équipe. Et sur 12 mois de boulot effectif, nous, les 4 premiers mois, c'était facile. Pourquoi? Parce que, on en revient à ce que je vous disais, où l'athlète avait réussi et était motivé à se dire « ça y est, je peux faire partie des grands, je veux que ça recommence ». Une fois que tu as goûté à la victoire, tu as envie d'y regoûter. Ou alors tu t'es planté et tu te dis « je vais faire voir au monde qui je suis » parce que là, celle-là, ça a été une erreur. Donc les 4 premiers mois, tout le monde était toujours très assidu. Les 4 derniers mois, quand on se rapproche de la compétition internationale, le sportif de haut niveau a quelque chose de magique. Et c'est pour ça que je suis tellement passionné, moi, par le pouvoir de la tête, c'est que même s'il ne s'est pas bien entraîné, plus il se rapproche de la compétition internationale et plus il se met à croire en lui. C'est quelque chose d'incroyable chez le sportif. Je n'arrive pas encore à l'expliquer totalement, mais il y a ce truc magique où à un moment, il oublie totalement les choses qui devraient construire sa réussite et il se concentre uniquement sur la part de rêve. Ce que nous, on peut avoir un petit peu moins par moment. Et il arrive à performer à des niveaux différents. La chose la plus importante pour moi, ce sont les mois qui sont entre ces 2 périodes. Ces 2 périodes, moi j'appelle ça le ventre mou. Et dans le ventre mou, en général, c'est là qu'on construit une performance. Que le début, c'est pas bien compliqué. On arrive, on a plein d'énergie. La fin, la compétition internationale, il y a des enjeux financiers, il y a les retransmissions télé, il y a les médias. Et si vous voulez, vous êtes tellement questionné, piqué à droite à gauche qu'à l'ego, ils sont capables de réaliser de grandes choses. Mais la période du milieu, c'est la réalité du sport de haut niveau. Parce que nager en début de saison à Marseille, par exemple, nous, quand il faisait 30 degrés en début de saison, quand on est sous le soleil, c'est agréable. Par contre, l'hiver, quand le Mistral soufflait et qu'il faisait moins 10 dehors, qu'il fallait te jeter dans l'eau à 26 degrés à 6 heures du matin, tous les matins, c'est différent. La réalité du quotidien, elle est là, elle est à ce moment-là. Et moi, j'appelle ça le ventre mou. Et on a été très vigilants sur cette partie-là, parce que si on ne contrôle pas cette période-là, c'est là d'où naissent les problèmes, ce que je vous disais tout à l'heure, avec la fatigue, l'empathie baisse, l'irritabilité continue à monter chez les athlètes, les conflits anodins peuvent détruire